Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut, Logical Man. Oui, c'est ça. Question sur l'état des partis politiques aux États-Unis. Une question que nos auditeurs, des fois, nous écrivent. Comment ça se fait que Trump, avec tous les gestes extrêmes qu'il pose, puis radicaux, ou en tout cas controversés, que l'opposition est pas plus nourrie, musclée? Il n'y a pas d'opposition politique en ce moment à M. Trump. Les démocrates sont très mal organisés. C'est surprenant s'il y a une opposition. Elle est incarnée par les tribunaux, parce qu'en ce moment, il est sur la défensive, sur plein de fronts, jusqu'à ce qu'on sache ce que pense la Cour suprême sur ces enjeux-là, en matière, par exemple, de droits douaniers, sur la question des expulsions des sans-papiers, et même sur le déploiement de la garde nationale dans des villes américaines. D'ailleurs, c'est intéressant à ce sujet-là. Le maire de Chicago signait ce week-end une lettre dans le New York Times. Alors, il sera lu que par des gens qui pensent comme lui, évidemment. Mais c'est une des premières fois où on voit un démocrate, puis je te parle toujours d'opposition, un démocrate prendre acte du réel dans sa ville. Il dit, on n'a pas besoin de l'armée. C'est pas ça la solution. D'autant que Chicago a une histoire avec la garde nationale lors de la Convention démocrate de 1968. Il dit, on n'a pas besoin de l'armée. Et de notre point de vue, les choses vont mieux qu'avant. C'est probablement cet été, statistiquement, le meilleur été depuis les années 60 en matière de criminalité à Chicago. Mais, pour autant, la situation n'est pas optimale. Je reconnais, maire de Chicago, démocrate, qu'il y a encore beaucoup trop de monde qui meurt abattu dans les rues. Lui-même parlait de ce qu'une balle perdue s'est retrouvée dans la fenêtre d'une de ses pièces de la maison, qu'il élève 3 enfants dans un quartier difficile et qu'il n'est pas dupe. Ce qu'ont souvent fait les démocrates, c'est-à-dire que la réponse sur les enjeux de sécurité dans les villes américaines particulièrement a souvent été on a besoin de personnes, ça va pas nécessairement bien, mais ça va mieux relativement. Ça a été ça Washington. Ça a été ça Washington. Puis je pense que c'est une erreur politique et sur laquelle Trump a toujours trôlé. Alors cette réponse du maire de Chicago, qui est certainement une des villes les plus visées pour de bonnes raisons, il y a de la violence liée aux armes à feu comme dans peu d'autres villes aux États-Unis. La réponse est intéressante parce qu'elle prend acte justement de ce que tu peux pas nier. Même si tes statistiques sont meilleures que la veille, tu peux pas nier que bien des gens vivent dans l'insécurité. Alors la question, comment se fait-il que les démocrates ne sont pas capables de mieux s'organiser? Moi, je te dirais qu'il y a une réponse tactique d'abord, parce qu'il y a un personnage qui se dessine à l'horizon. C'est Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie. Avoir du succès quand tu es démocrate en Californie, c'est pas un standard très difficile à dépasser parce que c'est un État très, très, très démocrate. Mais c'est vrai que c'est le seul des personnages qui a décidé, lui, de monter au front et de combattre le feu par le feu, de troller le président des États-Unis. D'ailleurs, en fin de semaine, je pense que c'est dans le Washington Post ou dans le Times, justement, qu'il y avait un article sur Gavin Newsom qui réussit à faire mordre l'hameçon à Donald Trump parce que ses provocations fonctionneraient. Alors, c'est un leader parce qu'il n'y en a pas d'autres, mais je reviens à la considération tactique. Je pense que les démocrates ne veulent pas en découdre trop tôt avec Donald Trump, même s'ils savent qu'en 2028, ça sera pas leur adversaire. Alors, on me dira, il faut pas sous-estimer le coup de force, puis que Trump trouve un moyen de s'imposer. J'en suis pas là pour l'instant. Puis je n'y crois pas, mais évidemment, tout est possible, et surtout avec lui, on a vu que tous les scénarios étaient possibles. Mais je pense qu'il n'y a pas de démocrate qui veut se retrouver dans la boue à lutter contre lui trop tôt, sachant qu'à ce jour, il n'y a pas grand monde qui en est sorti intact. C'est ce qui explique qu'en 2024, on ne s'est pas bousculé au portillon chez les ambitieux, parce qu'ils savaient que l'adversaire, c'était Donald Trump, et que peut-être il était mieux d'attendre à 2028. Alors, sur cet horizon, il y a Gavin Newsom qui a trouvé le courage politique, mais aussi, je dirais, un territoire très fertile. La question, est-ce qu'un gouverneur de la Californie pourra, lui, transformer, comme au football, on botte pour transformer, ce succès ponctuel en ce moment en un succès national qui pourrait lui donner le carburant nécessaire pour devenir le candidat démocrate. Je n'y crois pas. D'abord parce que on se retournera contre lui pour lui rappeler que depuis 2020, la Californie a un bilan migratoire net négatif. C'est-à-dire qu'il y a 500 000 Californiens qui ont quitté, plus de 500 000 Californiens ont quitté la Californie, qui a de nouveaux arrivants, de nouvelles naissances. C'est jamais arrivé dans l'histoire de la Californie. Tu sais, si tu avais à définir le rêve américain quand tu es à distance des États-Unis, c'est de réussir pas en Arkansas, pas en Utah, c'est de réussir en Californie. Et il y a des électeurs, des citoyens qui quittent parce que la Californie a des enjeux locaux sérieux.
Et que la réponse la du ville gouvernement... de San Francisco... C'est beaucoup mieux, par ailleurs. C'est une ville... ça s'améliore? Absolument. C'était une caricature facile à faire, mais c'est une ville qui va beaucoup mieux depuis 1 an et demi, 18 mois. Il y a eu des gros coups de barre qui ont été donnés. Alors, pourquoi? Parce que c'était un joyau qui était devenu ça a été la vitrine pour toutes les mauvaises raisons de ce qui peut mal aller dans une ville qui est la plus riche ou une des plus riches au monde. C'était un paradoxe qui ne faisait pas briller les démocrates. Et je reviens sur aussi une mathématique. Il y a en ce moment, aux États-Unis, un mouvement de fond qui favorise les républicains comme ce n'est jamais arrivé dans l'histoire. On a les chiffres sur les memberships des partis politiques. Parce que quand tu t'inscris sur une liste électorale aux États-Unis, tu peux choisir de dire que tu es associé à un parti ou que tu es indépendant. Donc, on a toujours... Notamment dans plusieurs États pour voter aux primaires. Là. Absolument. Tous les États ne l'exigent pas, mais ou dans tous les États, ce n'est pas possible, mais dans la plupart des grands États, on peut choisir d'être inscrit avec une affiliation politique. Depuis 2021, il y a 2 100 000 moins de démocrates inscrits et 2,3 millions républicains de plus inscrits sur ces listes. Alors, au niveau national, il y a encore plus de démocrates qui se disent démocrates et qui sont inscrits. Mais ça, c'est l'histoire des États-Unis. Il y a toujours eu plus de démocrates inscrits. C'est un parti où les militants étaient plus actifs que les républicains, qui étaient plus débonnaires, qui probablement se mobilisaient au moment des élections et seulement. Or, aujourd'hui, on voit qu'il y a un mouvement de fond où le Parti républicain, on l'a vu en Floride, qui était un État à vocation démocrate pendant très longtemps et qui est tranquillement passé du côté des républicains, où on a vu l'inscription des électeurs républicains augmenter. Alors, c'est une tendance de fond qui précédait d'ailleurs, en 2024, l'arrivée de Trump. Mais si on avait vu ces chiffres, on aurait pu se dire, il y a quelque chose par-delà la rhétorique de Trump qui fait que le mouvement de fond, c'est un mouvement, je dirais pas de radicalisation, mais plus conservateur aux États-Unis, une espèce de retour du balancier qui favorise en ce moment les républicains. Dans les prochaines heures en France, selon toute vraisemblance, le premier ministre va être renversé encore et encore. Crise politique qui va se conclure comment cette fois-ci, là? C'est très difficile parce que le scénario peut-être le plus improbable en ce moment, mais qui est de plus en plus évoqué, c'est que ça soit une crise politique constitutionnelle tellement grave que le président, qui a un mandat clair pour gouverner, je parle d'Emmanuel Macron, jusqu'au printemps 2027, choisisse de démissionner pour dénouer l'impasse. Parce que l'impasse, elle repose beaucoup sur la logique de ce qu'on appelle en France l'arc républicain. C'est-à-dire tous les partis sauf le RN, contre le RN au moment des élections présidentielles. C'est-à-dire, on va faire un front parce que le tiers des Français, c'est à peu près ce qu'on donne d'appui au Rassemblement national de Marine Le Pen, qui est la droite de droite. Alors, on dit l'extrême droite, mais aujourd'hui, on peut se poser la question en France, est-ce que c'est pas eux la droite? Parce que dans le fond, c'est le premier parti de France. En fait, c'est pas dans le fond, c'est le premier parti de France avec des appuis de 31-32%. Mais à chacun des grands rendez-vous présidentiels, pour barrer la route à cette droite qui faisait peur dans le discours officiellement à tous, gauche, centre et droite traditionnelle étaient prêts à serrer les coudes. C'est ce qui est arrivé depuis le début des années 2000. Et cette logique a amené Emmanuel Macron en 2022 à gagner les présidentielles, mais à ne jamais être capable aussi d'avoir un gouvernement majoritaire. Ce qui fait que c'est des gouvernements minoritaires qui se succèdent. Ça sera le 5e s'il y en a un nouveau cette semaine qui est nommé. Sauf que là, la coalition tient plus. En tout cas, pas pour l'adoption d'un budget. Parce que d'abord, la vraie histoire, c'est ça. Il faut un budget serré, certains diront d'austérité compte tenu de la dette, compte tenu de l'état des finances du pays. Puis t'es pas capable de relier les autres autour de ça. Là. Il y a personne qui veut faire ces choix extrêmement difficiles. Pays qui a 3300 milliards de dettes, dont 1100 milliards qui sont le fait d'Emmanuel Macron, élu en 2017, quand je dis le fait d'Emmanuel Macron, qui se sont accumulés pendant ces 2 mandats. Il faut rappeler que c'est le banquier responsable qui promettait justement de faire en sorte que la France soit budgétairement mieux équilibrée, que les entreprises y prospèrent. C'est pas particulièrement le cas en ce moment. Il y a un déficit de 160 milliards d'euros et le premier ministre, Bayrou, qui risque de tomber cet après-midi parce qu'il demandait un vote de confiance. Il a dit, écoutez, c'est un gouvernement minoritaire, je ne vous présente pas mon budget. D'ailleurs, il tombe pas sur le budget, il tombe sur un principe. Je dis, je veux négocier, je devrais faire des choix
Et je n'avancerai plus si vous me renouvelez pas votre confiance. Tous les partis qui ne sont pas alliés au socle gouvernemental ont dit FU. Il n'est pas question qu'on t'appuie, on va te faire tomber. Et puis, il n'y a évidemment pas un parti qui veut négocier avec le gouvernement des solutions budgétaires. On est en ce moment à essayer de trouver pour l'année courante 44 milliards de nouveaux revenus ou de compression de dépenses. La gauche et l'extrême gauche se réjouit à l'idée d'augmenter les revenus, mais rarement parle de compression de dépenses. Ce qui fait que Bayrou, cet après-midi, dans quelques heures, va tomber. Le président aura décidé s'il nomme une autre à la tête de Matignon, qui est là où réside le premier ministre, avec une question, cette personne sera-t-elle capable de former un gouvernement? Est-ce qu'on pourra avoir un budget qui va être voté? Mais c'est parce qu'en conclusion, c'est que tu nous décrivais... au cours des dernières semaines, la France, un peu comme la Grèce il y a quelques années. Fiscalement, au niveau de la dette. Mais, à mon avis, cette situation-là est amplifiée à partir du moment où tu n'es plus capable de former un gouvernement stable, là, voilà, qui s'installe aux affaires, puis qui prend le crayon, puis qui fait un budget. Et moi, je vais te dire, je trouve que c'est... là, on est rendu, évidemment, la France, comme tous les pays du monde, avec plus de partis politiques. L'autre fois, il y avait 2 partis, 3 partis. Là, ils sont rendus à 5, 6. Mais... on a l'impression qu'il y a vraiment plus de partisanerie. Là, il fut une époque où, dans des grands moments, là, on faisait des discours très solennels. Les gens se ralliaient à une certaine cause qui était plus grande que les partis. Ça existe plus. C'est la partisanerie pure. Là. Tout le monde travaille pour sa boutique. Tout le monde n'en a que pour son petit parti, ses électeurs. Mais c'est souvent des partis qui représentent 4, 5, 6%, 10% des électeurs, avec en face une force politique qui, elle, est imperturbable dans les sondages, le Rassemblement national, qui appelle à la dissolution. C'est-à-dire, on repart à zéro, on fait des élections. Eux, ils veulent faire tomber Macron. Ils veulent faire tomber Macron, mais ils veulent surtout avoir des élections qui leur permettraient peut-être de se glisser, eux le pensent, avoir un gouvernement majoritaire, donc un socle du Rassemblement national pour gouverner jusqu'au présidentiel en 2027. Tu parlais de la Grèce. La nuance importante, c'est que les Français sont proportionnellement beaucoup plus riches et ils sont beaucoup mieux taxés. L'impôt en France, ça fonctionne. C'est ce qui fait qu'on prête encore aux Français. Et l'épargne en France, c'est un des pays les plus riches. C'est 6 400 milliards de dollars. Alors, évidemment, c'est un sujet dont on ne parle jamais. Donc, le gouvernement est endetté, mais... les Français sont riches et ils épargnent. Et je te rappelle ce qui s'est passé à une micro-échelle à Chypre, petite île, quand il y a eu une crise financière un matin, un lundi. Les Chypriotes se sont réveillés en apprenant qu'une partie de ce qui était dans leur compte était gelée et saisie par le gouvernement. Je te dis pas que c'est ce qui va arriver en France. Je sais pas si tu te souviens de ça. Donc, c'était, si tu as plus de 100 000 euros à la banque, il y avait une petite taxe involontaire. Tu te faisais raser de, je ne me rappelle pas, je parle de mémoire, 10, 15, 20%. Donc, il y avait une ponction qui était prise directement sur ton épargne, sur ton compte, par le gouvernement. C'est de l'extorsion, littéralement. Ça a permis à Chypre d'éviter d'être probablement sous la tutelle du FMI. Il y a peu de chances que ça se passe en France, mais tu as des revenus, tu as une capacité de taxer qui n'était pas celle de la Grèce. Donc, quand on fait le parallèle, oui, s'il y en a un, c'est l'instabilité politique. Et là, on rentre vraiment dans un scénario qu'on n'a pas vu. La Ve République en France, quand le général de Gaulle l'a imposé à la fin des années 50, c'était pour justement avoir un axe autoritaire vertical. Le pouvoir venait d'en haut. Il n'y a plus de pouvoir qui vient d'en haut. Et ils sont pas capables à l'horizontale de s'entendre à l'Assemblée nationale. 5e gouvernement en moins de 2 ans, ça ressemble à des gouvernements comme par exemple en Italie. On a connu des périodes d'extrême instabilité avec généralement des sorties de crise difficiles. Mercredi, on se parlera demain de Paris, je rentre chez moi. Mercredi, on annonce une journée où on bloque tout. Et personne ne sait qui sont les organisateurs. C'est un mouvement décentralisé avec la promesse, par exemple, de fermer le périphérique, de fermer les aéroports, de faire en sorte que la France ne bouge plus. C'est peut-être le premier... Ça, c'est pour faire tomber Macron. C'est pour faire tomber Macron. Et il y a vraiment, pour certains, à l'extrême gauche, un discours de quasi-révolution. Stéphane, merci. Ciao. Au revoir.